Bonsoir à tous, bienvenue à la première chronique de Circle ce soir. Je vais attendre encore quelques minutes afin de permettre aux autres participants de nous rejoindre. Donc voilà, on va commencer dans à peu près 3 à 5 minutes. Merci de votre patience et à tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau à la première chronique de Circle, une série de réunions virtuelles éducatives à thème qui commence donc avec ce thème légal concernant les démarches juridiques de reconnaissance de filiation des enfants nés par GPA. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce que je vais proposer, c'est on va avoir une présentation d'à peu près une demi-heure qui sera suivie par à peu près 20-25 minutes de questions et réponses. Sachez que actuellement, vous êtes en mode écoute seulement. Et si vous avez des questions, donc pour la fin de la présentation, je vous invite à utiliser le cadran dans la fenêtre à droite de votre écran, dans la rubrique questions. Donc voilà, on va commencer avec ça.
Et sachez que nous allons enregistrer aujourd'hui cette présentation et que le lien vers l'enregistrement sera envoyé plus tard dans la semaine. Voilà, donc pour commencer cette série de réunions avec donc ce thème légal aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, je sais qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, mais Fabien, qui est représentant légal, juriste, aussi papa par GPA. Donc Fabien aujourd'hui va faire la présentation notamment en parlant de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre, de ses effets, et à la fin, ce sera lui aussi qui répondra donc à vos questions. Donc Fabien, je vais te laisser la parole. Bonsoir Sarah, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour discuter de ce sujet-là. C'est un très bon moment en fait pour faire un point puisque vous avez une actualité très riche sur ce sujet qui concerne directement la reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA. Alors, avant de détailler ce point, je précise que nous parlons d'une GPA réalisée à l'étranger, dans un pays évidemment où elle est autorisée, menée par un couple homo ou hétéro, ou une personne seule. Donc, je vais aborder des notions juridiques pour une bonne compréhension. J'espère que ça sera très clair pour vous. Alors, le père biologique, c'est le père qui a un lien génétique avec l'enfant. Et le père intentionnel est le père qui n'a pas de lien génétique. La mère intentionnelle est la mère qui n'a pas donné naissance à l'enfant, qu'elle ait ou non un lien génétique avec l'enfant. Dans une série d'arrêts rendus en 2017, la Cour de cassation admet la transcription partielle de l'acte de naissance étranger à l'égard du père, mais pas à l'égard de la mère d'intention. La Cour de cassation voyait dans l'adoption le moyen d'établir un lien de filiation entre l'enfant et le second parent. Cette question de la transcription de l'acte de naissance se développe autour de l'application de l'article 47 du Code civil. Alors, c'est le seul article que je vais lire dans cette présentation, mais c'est un article essentiel puisque vous allez voir que tout s'articule autour de cet article. L'article 47 du Code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Alors, autour de cet article, des divergences d'interprétation et de multiples rebondissements sont nés. D'une part, le tribunal de grande instance de Nantes accepte des transcriptions complètes de l'acte de naissance avec 2 hommes, par exemple, confirmées ou infirmées, selon le cas, par la Cour d'appel de Rennes, puis cassées par la Cour de cassation. Je vais vous parler maintenant de l'affaire Ménesson, qui est un faux cas d'espèce. De façon inattendue, le 4 octobre dernier, 2019, la Cour de cassation a finalement autorisé la transcription des actes de naissance des enfants Ménesson dans les actes de l'état civil français, écartant l'hypothèse de l'adoption. Alors, pourquoi un tel revirement? Pourquoi tout à coup la Cour de cassation accepte de transcrire complètement l'acte de naissance des enfants Ménesson avec le père biologique et la mère intentionnelle? Alors, l'arrêt de la haute cour, de la haute juridiction, n'est pas rédigé en termes de principe. Alors, pour rappel, la Cour de cassation rend des arrêts de principe que l'on oppose aux arrêts d'espèce. Alors, un arrêt de principe, c'est un arrêt dans lequel est posé un principe d'application générale et qui permet de régir des cas futurs analogues. C'est ce qu'on appelle une jurisprudence. Dans l'arrêt Ménesson, il ressort de son analyse que la durée de la procédure, qui a
duré près d'une quinzaine d'années, de même que l'âge des enfants devenus majeurs ont emporté la décision des hauts conseillers. Alors, on aurait pu penser que cette motivation sous-entendait que cette décision était destinée à demeurer exceptionnelle avec une portée donc très limitée. Pourtant, 2 mois plus tard, contre toute attente, dans 2 autres affaires concernant cette fois-ci des couples d'hommes, la Cour a réitéré la solution du 4 octobre dernier, ordonnant la transcription complète de l'acte de naissance étranger avec ses 2 parents, dont l'un intentionnel. C'est là où on arrive à la présentation des arrêts du 18 décembre 2019 qui nous intéressent. Les 2 arrêts de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 ont été défendus en première et seconde instance par Caroline Mécari, puis défendus par Maître Toin-Pala, et les arrêts ont été pris le 18 décembre dernier. Des arrêts de principe donc en la forme, très similaires. Le premier cas, ce sont 2 hommes, un Français et un Belge, devenus papa par GPA en Californie, qui attaquent une décision de Rennes. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance, le TGI de Nantes, s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire. Le deuxième cas, similaire, 2 hommes mariés français, devenus papa par GPA dans le Nevada, à Las Vegas exactement, et le procureur s'oppose à la transcription également de l'acte de naissance. Alors, je dois, pour parler de ces arrêts et un peu des conséquences, vous parler de 2 choses très différentes. D'une part, la preuve de la filiation, qui peut se faire par 3 voies différentes. D'une part, avec l'acte de naissance. L'acte de naissance qui prouve légalement, comme son nom l'indique, l'état civil d'une personne. On peut également faire la preuve de la filiation par un acte de reconnaissance devant votre mairie. L'acte de reconnaissance, c'est un document officiel d'état civil qui permet de prouver la filiation entre l'enfant né ou à naître d'ailleurs et ses parents. Il conditionne d'ailleurs notamment l'exercice de l'autorité parentale. Et puis, l'acte de notoriété qui est devant un notaire. Mais là, on parle de preuve de filiation, qui est très différent de l'établissement ou de la consolidation, si on veut l'appeler comme ça, de la filiation. Alors, comment la filiation est-elle établie en soi? Eh bien, par 4 moyens. Par l'effet de la loi. Par exemple, l'article 312 du Code civil indique que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Et donc, c'est l'effet de la loi qui fait que la filiation est établie. Par reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'acte juridique volontaire qui déclare être le parent de l'enfant et accepte d'établir un lien de filiation et d'en assumer les conséquences légales. Donc le père peut reconnaître l'enfant par acte notarié, par exemple, ou alors en se rendant à la mairie. Une troisième façon d'établir la filiation, et là qui intéresse directement les femmes célibataires, par exemple, c'est par la possession d'état. Chacun des parents ou l'enfant lui-même peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve du contraire. Donc l'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins 3 témoins et de tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante des faits. Donc l'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La filiation établie par la possession d'état, constatée dans l'acte de notoriété, est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Enfin, la quatrième façon d'établir la filiation, c'est l'adoption. Alors, il faut bien distinguer les deux, entre la preuve de la filiation et l'établissement de la filiation. La preuve de la filiation par acte de naissance, par acte de reconnaissance ou par acte de notoriété, c'est juste une photocopie en fait qui vous permet de montrer que la filiation est établie. Mais en aucun cas, c'est une façon d'établir une filiation.
Ainsi, lorsque l'acte de naissance étranger est transcrit, il demeure contestable par le procureur pendant 10 ans. Le procureur peut également interdire, s'il le souhaite, que l'on délivre une copie de l'acte de naissance. Et alors, les parents ou l'enfant sont alors dans l'impossibilité de prouver leur filiation. Donc, ça n'a pas d'effet. Un héritier ou même l'enfant devenu majeur peut également intenter une action en contestation suite à une transcription de l'acte de naissance. Alors que lorsque la filiation est établie et confirmée, alors elle est quant à elle incontestable. Alors, comment s'opère la transcription de l'acte de naissance? L'acte de naissance étranger doit être envoyé au consulat français du pays de naissance de l'enfant. Alors, aux États-Unis, c'est à Los Angeles ou au consulat de Washington, en fonction d'une compétence territoriale. Grosso modo, la moitié ouest des États-Unis est soumise à la juridiction du consulat de Los Angeles et la moitié est au consulat de Washington. Donc, cette demande de transcription d'acte de naissance doit intervenir 30 jours minimum après la naissance. Donc 30 jours, et pas maximum, hein, 30 jours minimum après la naissance, 30 jours après la naissance, au plus tôt. Sinon, elle pourrait être considérée comme une reconnaissance et non comme une demande de transcription de l'acte de naissance. Alors, quelle est la position aujourd'hui des consulats français aux États-Unis? Washington refuse aujourd'hui de transcrire un acte de naissance avec 2 pères. Et le consulat de Los Angeles était en attente d'instruction, chaque dossier devant être envoyé à Nantes pour avis du procureur. Alors pourquoi Nantes? Eh bien parce que c'est à Nantes. C'est Nantes qui est le tribunal compétent pour reconnaître les actes émis à l'étranger. Qu'est-ce que la procédure d'exéquatur? Eh bien, la procédure d'exéquatur, là, on est dans un autre domaine. On parle d'un jugement étranger qui établit la filiation de l'enfant né par GPA sur son territoire. Donc, l'exéquatur, de façon plus générale, c'est une procédure rendant exécutoire sur le territoire français une décision judiciaire rendue à l'étranger. Alors, évidemment, une décision de justice rendue à l'étranger ne s'applique pas automatiquement sur le territoire français. Et donc, c'est une question qui est essentielle, puisqu'un jugement qui n'est pas reconnu en France ne pourra pas faire l'objet d'une exécution forcée et sera dès lors dépourvu d'effet. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, il est nécessaire de remplir 3 conditions cumulatives pour qu'une décision étrangère bénéficie de cette procédure de l'exéquatur. Le juge français va vérifier 3 choses. D'une part, la compétence du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge étranger saisi. L'affaire, évidemment, ne doit pas relever de la compétence exclusive des tribunaux français. La deuxième chose que le juge français va vérifier, c'est l'absence de fraude à la loi. Alors, qu'est-ce que la fraude? Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est la mise en œuvre de manœuvres qui visent à éluder l'application d'une loi qui aurait normalement été applicable. Et puis, la troisième et dernier point que le juge français va vérifier, eh bien, c'est la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure. Et là-dessus, sur la conformité à l'ordre public, vous avez 4 arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 qui précisent que la GPA n'est plus contraire à l'ordre public. Et donc, c'est une réponse directe à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait demandé à la France de reconnaître la filiation, notamment du père biologique. Alors, lorsque l'exéquatur du jugement est prononcé, eh bien, le jugement étranger produit ses effets en France et la filiation est reconnue par voie judiciaire française. Et c'est un acte de naissance français qui va être donc directement établi sans avoir besoin de transcrire l'acte de naissance étranger, puisque le fondement même de cette procédure, c'est le jugement de filiation étranger. Donc, il faut bien distinguer les choses entre transcription d'un acte de naissance étranger et puis les effets d'une décision de justice étrangère par la voie
de l'exéquatur. Alors, pour que l'exéquatur puisse être réalisée, il faut un jugement étranger bien fait. Donc, un jugement étranger, là, d'un pays où la GPA a été menée. Notamment, pour une exéquatur, il vous faut un jugement qui nomme le père biologique, un jugement post-natal, car le juge français est plus habitué à ce type de jugement. Et là, vous avez aux États-Unis deux types de procédures qui peuvent être appliquées. Vous avez ce qu'on appelle le pre-birth order, qui est un jugement avant naissance qui est en général pris aux alentours du 7e mois de grossesse, puisqu'on considère que donc l'enfant a toutes les bonnes chances de naître et qu'on peut déjà décider en fait qui seront les parents légaux. Et puis vous avez des États où il y a ce qu'on appelle le post-birth order, et donc c'est un jugement de parentalité qui va intervenir après la naissance pour définir qui sont les parents légaux. Et vous avez des États aux États-Unis, dernier tiers, je dirais, qui eh bien, appliquent et des pre-birth order et des post-birth order. Alors, en France, lorsqu'on est dans une procédure d'exéquatur, selon la juridiction, des difficultés peuvent tout de même être rencontrées en fonction de là où vous êtes. Et donc, par exemple, c'est le cas à Lyon où une procédure qui n'est pas toujours aisée, même si légalement, évidemment, tout est en règle. Un des points centraux, c'est l'identification du parent biologique. Et pour cela, il va falloir en apporter la preuve. Alors, soit vous avez un test ADN, soit vous avez, par exemple, un jugement étranger, le jugement de parentalité qui reprend l'historique des faits. Bien, si vous n'avez pas de preuve de parents, alors il y a la reconnaissance de paternité qui aurait pu être évoquée. Alors, aujourd'hui, eh bien, les consulats ne savent pas quoi écrire sur les demandes de transcription des actes de naissance avec 2 hommes dessus. Une double filiation est en principe possible que si on adopte. Alors, même les formulaires ne sont pas conformes. Donc, comment présentons les choses? On met le nom du père, et puis plus le nom du père, et qu'indique-t-on dans la marge? Donc, les consulats étaient jusqu'alors dans le flou total, suite à cette jurisprudence du 18 décembre dernier. Alors, et là, c'est un petit peu une parenthèse qui n'a pas de rapport direct avec le sujet d'aujourd'hui, mais l'identification du père biologique peut être aussi une donnée importante, et notamment en cas de maladie, vous pouvez être un jour confronté à devoir préciser qui sont les parents biologiques pour écarter une hypothèse médicale, par exemple liée à une maladie génétique ou héréditaire. Comment on réagit et quelle était la réaction des parlementaires? Alors, là-dessus, je vais peut-être faire un point sur les 3 anneaux de pouvoir de notre République, qui sont le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Alors, le pouvoir exécutif, c'est celui qui applique les lois grâce à des décrets ou des arrêtés, et il partage également l'initiative des lois avec le Parlement. Le pouvoir législatif discute et vote les lois, et le pouvoir judiciaire a, lui, pour rôle de contrôler l'application de la loi et de sanctionner son non-respect. Aujourd'hui, on a de grandes divergences entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sur cette question. Pour rappel, le 3 octobre 2019, à la veille de la décision Ménesson, l'Assemblée nationale adopté, je pense que peut-être vous vous en souvenez, on en avait parlé quand même pas mal dans les médias français. Donc vous avez l'Assemblée nationale qui a adopté un amendement relatif à l'obligation de retranscrire intégralement les actes d'état civil étrangers conformes aux droits du pays d'origine. Alors, ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on a indiqué qu'on n'en avait pas parlé, que ça n'avait pas été discuté. Et donc, le 9 octobre, le dit amendement était rejeté en seconde lecture. Alors, cette jurisprudence du 18 décembre dernier, c'est un appel du pied très insistant de la part de la Cour de cassation vis-à-vis du pouvoir législatif. C'est un grand coup de pied dans les fesses, en réalité, plus qu'un simple appel du pied.
c'est assez classique. La Cour prend parfois des décisions fortes qui obligent soit l'exécutif, via son pouvoir de proposition de loi, soit directement auprès du législateur. Donc, la Cour de cassation prend des décisions dont l'objet, en fait, est que les différents acteurs réagissent pour combler un vide ou une situation juridique problématique ou critique. Donc la Cour de cassation est censée appliquer la loi, hein, elle n'est pas censée la créer du tout. Ça, c'est le rôle du législateur et du pouvoir exécutif par sa mission, du fait qu'il ait plutôt l'initiative, qu'il partage l'initiative des lois avec le Parlement. Alors, dans le cadre de l'examen de la loi bioéthique au Sénat, un amendement a été récemment proposé par Bruno Retailleau qui interdit la transcription intégrale dans l'état civil français de l'acte de naissance étranger d'un enfant né par GPA lorsqu'il est fait mention du parent d'intention. Cet amendement a été adopté en commission spéciale au Sénat le 7 janvier dernier. L'examen du projet de la loi bioéthique, je pense que vous le savez, a débuté au Sénat hier, hein, le 21 janvier, et le texte a d'ailleurs déjà été modifié par la Commission. Alors, revenons à la jurisprudence antérieure aux arrêts du 18 décembre, seule la transcription d'un acte de naissance indiquant le nom du père biologique serait possible, puisque ce texte du Sénat, là, donc, qui a été voté le 7 janvier dernier, établirait que tout acte ou jugement de l'état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger, établissant la filiation d'un enfant né à l'issue d'une convention de gestation, en plus les choses sont vraiment très explicites pour le compte d'autrui, ne peut être transcrit sur ces registres en ce qu'il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché, ou lorsqu'il mentionne deux pères. Donc, l'objectif de cet amendement au Sénat, eh bien, c'était du 7 janvier dernier, eh bien, c'était d'empêcher la transcription complète d'un acte de naissance où était marqué le parent intentionnel. Comment a réagi notre gouvernement? Eh bien, par amendement, donc il y a eu un amendement du gouvernement il y a 2 jours, le 20 janvier 2020. Alors, Édouard Philippe a, paraît-il, vu tout rouge et bondi de sa chaise en lisant les décisions de la Cour de cassation du 18 décembre dernier. Un exécutif forcé donc de réagir et de tenir ses promesses face à la droite conservatrice. D'autant qu'en réalité, il s'était bien engagé. Nicole Belloubet, notre garde des Sceaux, a répété lors des débats de la loi bioéthique et de la PMA que le gouvernement n'entend nullement modifier la situation juridique des enfants nés de GPA. Pour ces enfants, les règles d'établissement de la filiation reposent sur une jurisprudence bien établie et qui s'énonce de la manière suivante. Le père biologique, mentionné sur l'acte d'état civil étranger, bénéficie d'une retranscription directe dans l'état civil français. Le deuxième parent, père ou mère d'intention, doit toujours passer par un processus d'adoption pour voir sa filiation reconnue à l'état civil français, a-t-elle déclaré en pleine séance des questions du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et c'était donc un véritable engagement du gouvernement de ne pas faire bouger ces lignes. Alors le gouvernement a décidé de ne pas soutenir l'amendement du Sénat pour en proposer un autre lui-même. Et avant-hier, donc le 20 lundi, il a proposé de compléter et d'amender l'article 47, donc l'article que je vous ai lu plus tôt du Code civil, par une phrase ainsi rédigée, très courte, très brève, et qui fonctionne plutôt bien. Celle-ci, en parlant de la réalité, est appréciée au regard de la loi française et propose ainsi une lecture restrictive, une mise en application restrictive de l'article 47, contrairement à la lecture de la Cour de cassation. Pour rappel, encore, pour bien préciser les choses, nous parlons ici de transcription de l'acte de naissance et donc de la preuve de la filiation et non de son établissement. Cet amendement du gouvernement est proposé dans le cadre du projet de la loi bioéthique.
L'article 47, donc, indiquerait, si cet amendement est voté, que tout acte de l'état civil étranger fait foi, sauf si les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Or, par exemple, en matière de filiation, s'agissant de la maternité, la réalité au sens de la loi française, eh bien, c'est celle de l'accouchement. Alors, que veut notre gouvernement? D'une part, très clairement, flatter son électorat le plus à droite, celui anti-GPA et anti-PMA. Il veut également continuer à soumettre les GPA faites à l'étranger au contrôle du juge français lors de la question de la filiation du second parent. Quel document le juge va-t-il demander pour apprécier la réalité des faits? Est-ce qu'il va demander le jugement étranger, un test ADN, la convention avec la mère porteuse, etc. Alors, quelles sont les chances que cet amendement soit adopté? Elles sont grandes, car cet amendement reprend la solution préconisée par le Sénat et est soutenue par le gouvernement. Cette nouvelle disposition inscrite dans le Code civil, bien qu'elle très décevante et peu courageuse, va tout de même apporter une stabilité et une sécurité quant à la méthode choisie pour être reconnu comme parents légaux. Alors, pour faire un récapitulatif, quelles sont les solutions présentes et à venir pour les parents d'enfants nés par GPA? Alors, la solution de l'exéquatur d'un jugement de filiation étranger indiquant les deux parents, avec, cela dit, une incertitude sous certaines juridictions en première instance quant à son acceptation. Paris est par exemple devenu un lieu sûr pour réaliser cette procédure. Une autre possibilité, c'est la transcription de l'acte de naissance étranger indiquant le père biologique et de réaliser une adoption en France d'ailleurs ou à l'étranger, si c'est possible, par le père d'intention ou la mère d'intention. Alors d'autres questions restent un peu en suspens. La Cour européenne ayant expressément indiqué que la filiation d'intention devait pouvoir être reconnue. Alors, la reconnaissance, qu'en est-il de la reconnaissance, par exemple, de la filiation d'intention pourrait-elle s'appliquer ou non par l'adoption pour les mères célibataires? C'est-à-dire que vous avez un seul parent, la mère d'intention, est-ce qu'elle pourrait ou non adopter son enfant à son retour? Ou est-ce que son jugement d'adoption à l'étranger pourrait être utilisé en France? Aujourd'hui, l'adoption aussi intrafamiliale n'est possible que si le couple est marié. Or, que se passe-t-il pour un couple non marié? Quelle sera la possibilité de reconnaître la filiation d'un parent intentionnel non marié pour qui la voie de l'adoption est aujourd'hui fermée en France? Alors là-dessus, la solution la plus probable, eh bien, c'est que la condition de mariage soit bientôt supprimée dans le cadre de l'adoption intrafamiliale. Enfin, pour conclure, la Cour européenne avait admis cette faculté de reconnaître la filiation du parent d'intention par l'adoption si le délai était raisonnable. Et donc aujourd'hui, le délai d'adoption est considéré comme un délai raisonnable puisqu'il est aujourd'hui un peu plus de 4 mois de procédure en moyenne. Voilà, j'espère que eh bien, ce point vous a donné certains éclaircissements. Je comprends que c'est un petit peu dense parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements en fait sur ce sujet. Ce sont des notions juridiques également dont on parle. Alors, je tiens à remercier très sincèrement Fabien Joly et Clélia Richard qui ont partagé avec moi leurs différentes vues sur ce sujet-là. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, ce sont deux avocats parisiens qui sont spécialisés dans le droit de la famille et qui connaissent extrêmement bien toutes les subtilités des procédures de la reconnaissance des droits parentaux. Voilà, je pense qu'on a fini sur ma présentation et qu'on peut maintenant passer à la partie questions et réponses. Merci beaucoup, Fabien. En effet, oui, je vous invite tous à poser quelques questions à travers la fenêtre
à droite, il y a un cadran questions. D'ailleurs, quelques questions déjà parviennent. Donc, Fabien, je vais te les lire. Une première question. Bonsoir. Circle est l'avocat de l'état de naissance. S'occupe-t-il de gérer la partie juridique post-birth, n'est-ce pas? Que faut-il faire à la naissance? Est-ce que Circle donne un livret avec les démarches nécessaires? Alors, Circle s'occupe de faire reconnaître les droits parentaux aux États-Unis. Maintenant, effectivement, Circle a l'habitude d'accompagner beaucoup de couples internationaux, français et autres d'ailleurs, et donc on connaît bien évidemment toutes les démarches que vous devez faire pour votre retour en France. Alors, on ne réalise pas ces démarches en votre nom, mais vous avez effectivement des démarches qui sont évoquées et donc expliquées pour savoir ce que vous devez faire. Une autre option, c'est de prendre un avocat local, un avocat français en réalité, pour vous accompagner également dans ces démarches. Merci Fabien. Alors, bonsoir et merci pour cette présentation. J'habite sur Lyon, qui a priori est un secteur difficile pour l'exéquature. Ai-je le droit de m'adresser à une autre juridiction plus souple? Alors oui, effectivement, Lyon n'est pas la juridiction la plus facile, hein, puisqu'il y a récemment une personne dont on a refusé même l'adoption plénière sur Lyon. En principe, non, vous êtes attaché au ressort de Lyon, sauf si, par exemple, vous avez une adresse ailleurs qui vous permet de vous rattacher à un autre tribunal. Bonsoir, faut-il deux actes de naissance, un avec le père biologique et un deuxième avec les deux pères? Alors aujourd'hui, l'acte de naissance avec deux pères ne sera pas utile en soi pour la France. Le consulat de Washington et le consulat de Los Angeles, bien entendu, vont mettre en suspens tous les dossiers qu'ils ont. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui de faire une procédure de demande de transcription de l'acte de naissance avec deux pères, c'est complètement bloqué puisque vous avez eu cette annonce du gouvernement et que cette transcription prend au minimum 2 jusqu'à 3 mois environ. Donc vous pourriez, si vous l'avez, avoir un acte de naissance avec deux pères, mais en soi, il ne sera pas du tout utile aujourd'hui, puisque si vous êtes reconnu comme les deux pères, et bien là, on retombe sur le jugement que vous pouvez utiliser. Et là, on retombe sur la procédure d'exéquature et non de transcription de l'acte de naissance. Est-ce que l'adoption de l'amendement du 7 janvier risque d'interférer et de complexifier l'application de l'exéquature sur Paris? Deux procédures complètement différentes. Exéquature, on parle de l'application d'un jugement étranger. L'article 47 et l'amendement parlent uniquement de la transcription de l'acte de naissance. Donc ce sont deux choses séparées et qui n'ont pas d'incidence l'une sur l'autre. Le post-birth order est-il impératif pour l'exéquature? Alors, impératif, non, mais il est vivement conseillé. Pourquoi? Eh bien, parce que le juge français n'est pas vraiment habitué à avoir un jugement de filiation qui ait été prononcé avant la naissance. Alors oui, peut-être que le juge l'acceptera, mais il y a un risque qu'il ne l'accepte pas. Donc ce n'est pas impératif, euh, c'est conseillé. Après, effectivement, cela veut dire que le juge peut réagir différemment et décider que, par exemple, eh bien, c'est contraire à l'ordre public de reconnaître que le fait de reconnaître la filiation avant naissance est contraire à l'ordre public et du coup refuser la procédure d'exéquature. On a compris qu'il est important que le père biologique soit mentionné. Quelle procédure adopter sur la constitution de l'acte de naissance lorsqu'on ne connaît pas encore qui est le père biologique de l'enfant, deux embryons transférés et un seul a évolué positivement? Mais il faut faire un test ADN. C'est
la seule solution, enfin c'est une solution rapide, mais effectivement, il faudra que on connaisse qui est le père biologique et donc donner tous les éléments pour que cela puisse être repris dans le jugement étranger et par la suite sur l'acte de naissance. Et le test ADN peut être fait avant la naissance? Non, je ne pense pas. Alors voilà, c'est enfin le test ADN. Si, comme je l'entends, c'est deux embryons transférés avec des pairs biologiques différents et qu'un seul s'est attaché, eh bien il y a une incertitude sur qui est le père biologique. Je ne pense pas qu'en faisant une prise de sang, par exemple, à la mère porteuse, on puisse déjà déceler qui est le père biologique de l'enfant, même si par la prise de sang, par exemple, on peut déjà définir le genre, par exemple, du fœtus. Mais non, je pense qu'il faudra attendre la naissance. Après, les tests d'ADN aux États-Unis sont quand même très rapides, et donc il suffit de faire un test ADN au jour de la naissance en réalité. Pensez-vous qu'il vaut mieux faire une adoption aux États-Unis ou une adoption en France, niveau délai et tarif? J'ai peur que ça soit le plus compliqué en France. Alors, oui, et je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients peut-être dans les deux. L'adoption aux États-Unis n'est pas possible partout pour des personnes non résidentes. Euh, Elle est possible en réalité que dans deux États, au Massachusetts et en Floride. C'est une procédure plus rapide. Vous avez un jugement d'adoption, et donc ce jugement, eh bien, il peut être par la suite transcrit en France et donc que votre adoption soit reconnue directement en France. Cela veut dire que le père intentionnel qui a adopté aux États-Unis, eh bien, est protégé dans ses droits à partir du moment où où le juge américain a statué. En France, la procédure peut être plus longue. Cela dépend de là où vous habitez, hein, de l'encombrement des tribunaux, ce genre de choses. Et donc là, il faut vous renseigner directement à l'administration pour savoir quels sont les délais de procédure pour adopter. Si vous adoptez aux États-Unis, alors eh bien, vous confiez toute l'affaire à un avocat qui s'occupe de réaliser ces démarches en votre nom, puisque vous le mandatez en réalité pour qu'il puisse réaliser cette procédure. Savez-vous ce qu'il en est pour les décisions judiciaires pour les personnes habitant à Toulouse pour une GPA avec père biologique et mère d'intention? Merci. Alors, si la question est de savoir peut-on réaliser une procédure d'exéquatur à Toulouse, ça, je ne sais pas. Si vous désirez transcrire l'acte de naissance et que votre enfant est né aux États-Unis, eh bien là, c'est le consulat de Washington ou de Los Angeles qui est compétent, qui peut faire une transcription partielle de l'acte de naissance du père biologique, et puis par la suite, eh bien, la mère d'intention adopte aux États-Unis ou en France. Peut-on saisir la Cour européenne pour faire reconnaître la filiation d'intention? La Cour européenne, en fait, est déjà prononcée sur la filiation d'intention. La Cour européenne, alors évidemment, hein, une jurisprudence peut évoluer, peut changer, modifier, des revirements de jurisprudence. La Cour européenne considère que à partir du moment où l'adoption est ouverte et qu'elle est réalisée dans des bonnes conditions, et c'est pour ça que j'ai parlé d'ailleurs du délai moyen d'adoption, eh bien, elle considère que c'est une voie tout à fait honorable pour faire reconnaître la filiation d'intention. Donc oui, vous pourriez en soi refaire une procédure devant la Cour européenne, mais il faudrait amener de nouveaux arguments. Combien de temps avant la naissance faut-il être marié? Sachant que nous avons plus de 28 ans, nous avions entendu parler d'être marié au minimum 218 jours.
avant la naissance? Alors non, il n'y a pas de condition en fait de délai de mariage. En fait, les conditions pour adopter s'apprécient au moment où vous adoptez. Donc c'est à ce moment-là où vous devez être marié. Alors pour préciser quand même, c'est vrai que on conseille d'être marié avant les démarches d'adoption. Ça rend votre dossier plus carré, plus cohérent. Ça veut dire que voilà, vous êtes dans une configuration familiale depuis longtemps et donc voilà, votre engagement a déjà eu lieu il y a déjà quelque temps et non pas dans l'espoir de pouvoir réaliser une procédure d'adoption. Donc si la condition du mariage doit de toute façon être remplie, mieux vaut la faire effectivement avant la naissance. Mais en soi, c'est légalement pas une demande. Quels sont les États pratiquant le post-birth order? Alors, je n'ai pas la liste, mais il y a à peu près un tiers des États-Unis qui pratiquent uniquement les post-birth orders, et vous avez environ un autre tiers qui pratique et les post-birth orders et les pre-birth orders. Donc vous avez un dernier tiers qui ne pratique que des pre-birth orders. Fabien Joly nous a conseillé de demander un jugement de filiation. Si on a une adresse sur Paris, c'est apparemment la meilleure solution. À 6 mois de grossesse, on demande un jugement de filiation. Le jugement est rendu dans les 2 jours. Au retour, on demande que le jugement soit exécutoire en France et 5 mois plus tard, il l'est. Est-ce toujours le cas? Alors oui, si j'ai bien compris la question où on parle d'un jugement avant la naissance, un jugement de filiation avant la naissance? Ce n'est pas précisé. Alors parce que effectivement, c'est toujours le cas. Effectivement, tant que vous avez une adresse à Paris, vous pouvez être rattaché au ressort du tribunal de Paris, sachant que évidemment, là encore, vous ne devez pas avoir tout à coup une nouvelle adresse qui apparaît quelques jours avant de déposer votre dossier. Donc, il faut que ce soit une adresse qui soit utilisée, par C'est exemple. après la naissance. Après la naissance, pardon. Alors, c'est une adresse qui doit être utilisée, je dirais, en courant toute la procédure que vous avez notamment déclarée auprès du juge américain et pour qu'il y ait une cohérence dans votre dossier. Et par la suite, effectivement, c'est une procédure d'exéquatur. Donc, le tribunal à Paris reconnaît les jugements américains établissant la filiation des 2 parents et dont celle du parent intentionnel depuis déjà maintenant plus d'un an ou une petite année. Et donc, c'est une procédure qui a toujours sa place et vous obtenez une exéquatur du jugement entre 3 à 5 mois, effectivement. Nous habitons à l'étranger, je suis français, ma femme est polonaise. De quelle juridiction dépendons-nous? Euh, Alors, c'est une bonne question pour les personnes qui sont à l'étranger. Je pense que c'est Paris ou le tribunal de votre dernier domicile en France, mais il faudrait que je le vérifie. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre adresse mail, par exemple, sous forme de question, et comme ça, je pourrai vous répondre dans un second temps. Quelle est la solution la plus adaptée pour 2 pères d'un enfant né en Floride concernant la filiation pour les 2 parents? Et ils ajoutent, nous vivons sur Marseille. Bien, c'est les solutions que j'ai évoquées. Vous en avez 3. Alors, la plus simple, enfin, la solution la plus simple et la plus claire au niveau juridique, la plus rapide, si elle est possible à Marseille. Et là, vous pourriez peut-être prendre contact avec Clélia Richard. Eh bien, c'est la procédure d'exéquatur. Vous avez un jugement américain qui vous reconnaît comme 2 pères et vous demandez au juge français eh bien, de vous reconnaître directement comme les 2 pères. Une autre option, eh bien, c'est l'adoption par le parent intentionnel, soit en Floride, puisque c'est possible là-bas, soit
en France à votre retour? Combien de temps faut-il compter pour une démarche d'exéquatur en région parisienne? Je n'ai pas entendu le début de la question. Pardon. Combien de temps faut-il compter pour une démarche d'exéquatur en région parisienne? Alors, région parisienne, Paris Intramuros, c'est entre 3 et plutôt 5 mois aujourd'hui. Et après, les autres juridictions, ça, je ne connais pas, je ne connais pas les délais. Le jugement d'adoption aux US peut-il se faire dans une autre ville que celui où accouche la femme porteuse? Par exemple, notre femme porteuse est dans le Minnesota. Devons-nous passer par la Floride pour ce jugement ou est-ce possible de le faire dans le Minnesota? Alors, à ma connaissance, ce n'est pas possible dans le Minnesota. J'ai entendu parler d'une possibilité d'adoption pour des personnes résidentes dans l'État d'à côté, dans le Wisconsin. Et quand j'ai vérifié, eh bien, j'ai vérifié avec un avocat local qui m'a confirmé que ce n'était pas possible non plus. Il n'y a que 2 États en réalité où vous pouvez aller. Et indépendamment d'où est votre mère porteuse, c'est le Massachusetts et la Floride. Donc, si votre mère porteuse accouche dans le Minnesota, eh bien, vous pouvez toujours faire une démarche d'adoption en Floride en mandatant un avocat là-bas. Quelle est la durée évaluée, donc, post-naissance, ce qui conditionne la durée à rester aux États-Unis? Quelle est la durée évaluée d'un jugement post-birth, post-naissance? Euh, eh bien, c'est relativement rapide. Si enfin, votre avocat local, celui qui va vous représenter aux États-Unis, dans la ville où habite votre mère porteuse, va préparer ces démarches. Cela veut dire que, enfin, ou doit préparer ces démarches. C'est-à-dire que vous avez une date de terme hein, qui est connue, la date de naissance prévue, et puis un dossier est constitué, les plaidoiries sont réalisées, et une demande d'audience est faite auprès du tribunal. Donc, en général, ça peut être 7 jours après la naissance, par exemple, pour que votre enfant soit en forme suffisamment pour aller au tribunal, puisque l'enfant doit être présent. Et donc, 7 jours après la naissance, eh bien, vous avez un jugement de post-birth order qui vous permet d'avoir un acte de naissance américain et de réaliser vos démarches de passeport. Donc, les démarches peuvent être rapides. Après, eh bien, si vous tombez dans les vacances de Noël, eh bien, vous avez des retards qui peuvent se rajouter. En général, on recommande de rester environ 3 semaines après la naissance, le temps de réaliser toutes ces démarches. Si on fait un jugement d'adoption aux États-Unis, il faut utiliser l'exéquatur en France pour le faire valoir. Alors non, vous n'utilisez pas l'exéquatur, en fait, vous le faites directement transcrire auprès de Nantes. Donc, ce n'est pas un jugement d'exéquatur pour la reconnaissance d'un jugement d'adoption étranger ou américain, mais c'est le tribunal directement qui va s'en charger, et donc ce n'est pas une procédure judiciaire, et ce qui sera directement transcrit par la suite dans l'acte de naissance en annotant en fait l'acte de naissance. Une autre question, on parle beaucoup d'adoption, il semble que c'est la voie la plus sûre, je pense que c'est ce qui est écrit. Quelles sont les chances de réussite d'exéquatur ces derniers mois? Alors, ça dépend. C'est 2 voies qui sont possibles, hein, exéquatur et adoption. Donc, je vais pas, je dirais, vous dire, ne faites que des équatures ou ne faites que l'adoption. À Paris Intramuros, l'exéquature fonctionne automatiquement. Alors après, on n'a pas des jugements d'exéquature dans toutes les juridictions de France. Donc voilà, il faut faire un point avec un avocat local si l'exéquature est possible là où vous habitez en réalité. De quoi a-t-on besoin pour les inscriptions en crèche au 6e mois de grossesse pour Paris? Ouh, eh bien ça,
je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas de quoi avez-vous besoin pour les inscriptions en crèche. Euh, c'est effectivement une. Peut-être que vous ne serez pas dans la bonne case parce que vous devez, par exemple, donner un certificat de grossesse, ce genre de choses. En réalité, vous pouvez aussi expliquer votre situation et de dire que votre situation est particulière, que vous ne rentrez pas dans les cases des formulaires demandés. Vous pouvez toujours, hein, alors, parler de la GPA, comme je l'ai dit, enfin, la GPA est interdite en France sur le territoire français, mais il n'est pas illégal de pratiquer une GPA dans un pays où elle est autorisée. C'est pour ça que vous avez des personnalités publiques qui témoignent, qui prennent la parole sur ce sujet-là, qui sont en se disant eux-mêmes parents d'enfants nés par GPA. Non, après, il est certain qu'il y a certains documents qu'il ne faut jamais montrer, comme les conventions que vous signez avec votre mère porteuse. Mais je crois que si vous ne pouvez pas prouver, donner les documents qui vous sont demandés, il faut expliquer votre situation. Peut-on engager? Alors, je vais finir avec les questions qu'il y a, puisqu'on va après finir l'heure. Donc, voilà, je vais lire les dernières questions, et puis après, s'il y a d'autres questions, on peut toujours faire ça par mail ou avec un appel. Peut-on engager deux démarches simultanément, l'exéquature et l'adoption, juridiction de Lyon? J'ai peur de perdre mon temps avec un exéquature. Le jugement de l'exéquature va indiquer que les deux parents sont les parents légaux de votre enfant. Et donc, vous aurez par la suite effectivement un acte de naissance qui, en principe, reprend les deux parents légaux. Cela veut dire que vous allez avoir une transcription uniquement partielle en fait de l'acte de naissance si vous demandez une transcription au consulat et que dans un second temps vous faites une adoption. Oui, c'est possible. En même temps, voilà, ça va peut-être ces deux procédures qui se parasitent un petit peu. Une possibilité, alors, ce serait de faire une procédure d'adoption aux États-Unis si vous voulez quelque chose de plus rapide. Bon. Il vaut mieux un jugement de filiation plus exéquature en France qu'un jugement par adoption à l'étranger plus exéquature en France. Alors, jugement d'adoption, il n'y a pas d'exéquature. Comme je l'ai dit, hein, vous l'envoyez uniquement à Nantes. C'est une démarche qui est simple. C'est Nantes qui est compétent hein, pour retranscrire les jugements d'adoption. Donc là, on ne parle plus d'exéquature en réalité. Les deux démarches sont possibles, exéquature d'un jugement américain ou étranger avec les deux parents légaux, ou uniquement le parent, le père biologique, pardon, qui est reconnu, et puis le parent intentionnel qui, par la suite, réalise une procédure d'adoption. Les deux sont possibles. Alors, une personne qui dit qu'à Nantes, le procureur est réputé homophobe. Je ne sais pas si tu as eu des retours à ce sujet. C'était un commentaire qui a été fait dans le cadre. Non, pas spécialement. Enfin, si les choses sont carrées, si elles sont présentées, le tribunal de Nantes fait aussi bien les choses et la reconnaissance, le fait que ce soit lié à un couple homo ou à une personne homo n'a pas d'incidence en fait. Après, oui, il y a eu un grand flou hein, et beaucoup de rebondissements, hein, comme on a évoqué. L'avantage hein, de cet nouvel amendement du gouvernement, eh bien, c'est que les choses sont plus claires dans le sens où elles sont plus limitées aussi, bien entendu. Une fois que l'enfant est inscrit au livret de famille, la mère d'intention est-elle définitivement reconnue comme la mère de l'enfant? Entre parenthèses, nous sommes un couple hétérosexuel et marié.
Alors, s'il y a une reconnaissance si la filiation est établie, oui. Si, par exemple, c'était une simple transcription de l'acte de naissance, hein, c'est ce que j'ai dit, par exemple, si vous étiez, par exemple, tous les deux sur l'acte de naissance et qu'il aurait été retranscrit directement, eh bien là, le procureur peut le contester pendant 10 ans. Et donc, la filiation n'est pas établie si c'est seulement la photocopie, en réalité, qui est apportée comme preuve de l'affiliation. L'affiliation ne peut pas être remise en cause que si eh bien, elle a été reconnue par les voies que j'ai indiquées. Donc, pour clarifier, exéquatur correspond-il à filiation? Exéquatur correspond à effectivement établissement d'affiliation. Donc quand il y a exéquatur, l'affiliation ne peut plus être remise en cause parce qu'elle est passée devant le juge. Le juge a étudié la décision étrangère et donc a vérifié la compétence du juge étranger, l'absence de fraude et l'absence et la conformité à l'ordre public. Et dans ces cas-là, c'est une décision définitive et l'affiliation est établie et ne peut plus être remise en cause. Il reste 2 minutes, donc il y a 2 questions, c'est parfait. Savez-vous si l'exéquatur est possible dans le Morbihan, en Bretagne? En Bretagne. Il me semble que oui. Je suis quasiment sûr, il faudrait quand même que je vérifie, là, tout à coup j'ai un doute. Je pense que c'est tout à fait possible. Envoyez-moi un mail en fait quand même pour que je le confirme, mais je suis quasiment sûr que c'est possible dans la région de Bretagne. Et dernière question, et peut-être que tu as déjà répondu, mais en Floride, quel est le délai pour avoir le jugement d'adoption et le délai pour la transcription de ce jugement d'adoption par Nantes? Alors, c'est assez rapide, le délai d'adoption en Floride. Il est de quelques mois, donc entre 4 à 5 mois. Euh, Par la suite, il y a effectivement l'envoi à Nantes. Euh, alors, il y a peut-être une précision, c'est un peu technique, mais Nantes demandait un certificat de non-opposition, c'est-à-dire de justifier que le jugement n'avait pas fait l'objet d'appel en Floride. Or, les jugements d'adoption en Floride pouvaient être soumis à un appel jusqu'à 1 an. Donc, ce certificat de non-opposition ne pouvait être délivré que 1 an après le jugement Floride. Alors, ça peut paraître important, mais en soi, à partir du moment où vous avez un jugement d'adoption, vous êtes protégé. Parce que si on conteste votre filiation, vous pouvez l'apporter le jugement d'adoption et dire voilà, eh bien, je demande l'exéquatur de ce jugement et donc de reconnaître ses effets si jamais vous deviez en avoir besoin avant la transcription par Nantes. J'avoue que je ne sais pas si le tribunal de Nantes demande encore ce certificat de non-opposition, ou si vous pouvez commencer cette démarche directement après l'avoir reçu. Voilà. Alors, peut-être juste pour faire un point sur l'exéquatur et sur l'ensemble du territoire français. En fait, la procédure d'exéquatur, c'est une procédure qui peut être utilisée partout, hein. Elle est tout à fait fondée juridiquement. Votre jugement américain ou étranger remplit toutes les conditions pour que l'exéquatur soit prononcée. Donc il n'y a pas de raison que le juge français refuse l'exéquatur. Vous avez tous les arguments juridiques pour faire reconnaître les effets de ce jugement étranger. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation. Les tribunaux doivent respecter cette jurisprudence. Mais c'est vrai que vous avez parfois des tribunaux de première instance qui réagissent différemment. Mais je dirais, sur l'ensemble du territoire, vous êtes tout à fait fondé à demander ces jugements d'exéquatur. Est-ce que l'amendement du gouvernement peut empêcher l'exéquatur? Non, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour repréciser les choses, le jugement
l'exéquatur concerne le jugement. L'amendement du gouvernement concerne la transcription des actes de naissance. Deux choses très séparées. Alors, on vient de finir l'heure, on a même un petit peu dépassé. Je voudrais remercier tous les auditeurs d'être venus, d'avoir écouté. Merci à toi, Fabien, pour cette présentation très complète, très claire, très intéressante et utile, je suis sûre, pour tout le monde. Alors, vous recevrez l'enregistrement de cette chronique dans vos mails très rapidement. Et je voulais aussi vous dire que donc, comme je l'ai expliqué au début du webinaire, les chroniques de Circle, c'est une série. Donc, on va changer de thème tous les mois à peu près, toutes les 4 à 6 semaines, il y aura un thème différent. Donc, vous continuerez de recevoir des emails et j'espère que vous continuerez de venir nombreux pour entendre les différents intervenants. La prochaine chronique se passera le 13 février et nous parlerons de la construction sociale et identitaire de la famille. Donc nous accueillerons un sociologue et psychothérapeute qui sera cette fois-ci notre intervenant. Voilà, donc des informations seront envoyées à ce sujet très bientôt. Très bientôt. Merci à nouveau à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée.